Sanchen dirige la tête de son cheval en direction du soleil couchant. Mais alors qu'il serre les flancs de Dago, Pakai lève la main vers lui et le foudroie du regard, s'écriant qu'il n'a pas été consulté et qu'il n'est pas d'accord sur la direction à prendre. Pendant que nous courions les fossés, dit-il, devant les pagodes endormies de ce pâle seigneur voleur de femmes, je ne cessais de me répéter que nous avions eu tort de quitter le royaume des femmes, où l'on nous offrait hospitalité et honneur. Là-bas, chantonnais-je tout en maniant le bâton. Quelle belle et intéressante vie nous aurions menée, et quel bon repas aurions-nous pu faire. Je sais que les moines voyageurs doivent se contenter de maigres repas, mais si nous voulons atteindre les portes de l'Occident, nous devons refaire nos forces. Retournons donc dans ce doux royaume, non pour y vivre éternellement, mais pour reconstituer des forces bien entamées par ces jours de jeûne obligé. Ému et convaincu par ces paroles de bon sens, Sanchen acquiesce sans discuter. Et c'est ainsi que les deux voyageurs rebroussèrent chemin et firent route vers l'Orient. Le jour de leur arrivée au royaume de Sorrow, Sanchen reçoit le titre de maître écuyer, poste toujours vacant, et Pakai celui d'officier de la garde, titre surtout honorifique qui lui permettra de parcourir la ville en long, en large et autre sens. Le soir de ce même jour, sur ordre de la reine, les deux arrivants sont invités à assister, en tant qu'hôtes d'honneur, à la traditionnelle cérémonie des fleurs et des torches, fête destinée à célébrer l'union de la force du feu et de la beauté végétale. Autour d'une longue table illuminée par des torches et ornée de 100 bouquets de fleurs toutes différentes, Sanchen et Pakai reçoivent des places d'honneur. À la droite et à la gauche de la reine, fervente cavalière, celle-ci ne se lasse pas d'entendre son maître écuyer lui décrire en termes, tantôt précis, tantôt poétiques, le langage des chevaux, les nuances de leur hennissement, la signification de l'éclat de leur regard, du balancement de leur queue, du mouvement de leurs oreilles. Le jeune écuyer cite maints exemples de chevaux ayant averti leur maître d'un danger, ayant retrouvé un chemin perdu ou ayant accompli quelques exploits. Un peu délaissé, Pakai se rattrape sur les mets et sur les boissons, tous de la meilleure qualité. Le repas fini, quand à demi ivre et tombant de sommeil, il se retrouve seul avec son chêne. C'est tout juste s'il peut balbutier qu'il n'a jamais fait un aussi magnifique festin. Le lendemain, le jeune maître écuyer demande à voir les chevaux dont il aura la charge et qu'il veut connaître aussi bien qu'une mère connaît ses enfants. Accompagné par le surintendant du palais et suivi à bonne distance par Pakai, mal éveillé et boitillon, il rend visite aux écuries royales, qui occupent presque une aile entière du château. Là, on lui présente les registres, de magnifiques rouleaux de soie sur lesquels des mains habiles ont inscrit le nom de chaque cheval et le mois exact de sa naissance. Cœur de lion, silex noir, nœud de bambou, camomille sucrée, alezan corsé, le jeune écuyer demande qu'on lui conte l'origine de ces noms, cherchant à les graver dans sa mémoire. En même temps qu'il note les détails de chaque museau, de chaque encolure, de chaque crinière, plus que tout autre, il sait, après ces longues années de manège, combien les chevaux aiment être remarqués et appelés par leur nom. 1000 chevaux, explique le surintendant, sont portés sur les contrôles. Sanchen n'en croit pas ses oreilles. Nous étions partis, dit-il à Pakai, pour le royaume des femmes. Nous voilà au royaume des chevaux. N'est-ce pas là de la prestidigitation? En aparté, Pakai réfléchit, secoue la tête, gratte son nez. 1000, c'est un bien grand nombre pour ma tête pointue. J'ai mis 3 ans pour apprendre à compter les doigts de mes mains. Le reste de ma vie suffira-t-il pour que j'arrive au sommet de la montagne, là où trône le 1000? Les jours suivants, à chaque lever du jour, Sanchen choisit une nouvelle monture afin d'apprécier ses qualités et de découvrir d'éventuels défauts. Cœur de lion, bien nommé par ceux qui l'ont appelé ainsi, ne recule devant aucun obstacle. Il saute sans broncher les plus hautes haies
et semble se jouer des troncs d'arbres que la tempête a jetés au travers des chemins. Mais parfois, sans crier gare, le voilà devenir ombrageux, frémissant, comme s'il sentait rôder quelque danger en vain. S'enchaîne, alors scrute le terrain, examine les arbres, interroge le ciel, rien, rien d'anormal. Et il se dit, mais que voit donc ce cheval? Quelques serpents, quelques araignées. Silex Noir, lui, peut trotter toute une journée sans donner le moindre signe de fatigue. Mais S'enchaîne craint qu'il ne soit malade. Tant triste restent toujours ses yeux. Camomille sucrée, élégante pouliche, Benjamin de l'écurie sait alterner trot et galop, transformant en danse la moindre promenade. S'enchaîne la compare à une jument toute jeune du cirque Quan Moon, sur le dos de laquelle il avait fait ses premiers galops. Toutes ces montures le séduisent par quelques côtés, mais aucune ne surpasse dans son cœur l'amour qu'il porte à Dago. C'est à lui qu'il réserve ses sorties de fin d'après-midi. Quand l'approche de la nuit incite à la mélancolie, après un galop effréné où Dago jette tout son feu, la promenade se termine par une marche paisible, laissant aux deux amis le temps de dialoguer comme ils savent si bien le faire. Par une belle matinée de printemps, alors que les prairies se parent de perles rosées, que le chant des oiseaux se mêle au murmure du vent, que la paix semble devoir régner éternellement sur terre et dans le ciel, une messagère, au visage soucieux, tend au maître écuyer une missive de la grande maîtresse. Ordre est donné au cavalier de se rendre immédiatement auprès de la reine pour traiter d'une affaire des plus graves. Le jeune homme accourt, met un genou à terre devant la souveraine. Celle-ci lui annonce d'une voix frémissante que les singes velus, habitants d'un royaume voisin, s'apprêtent à attaquer le paisible royaume de Sorrow, sous prétexte qu'autrefois celui-ci était la 8e province de leur royaume. Si rien ne les arrête, précise la reine, ils se rendent dans quelques jours aux portes de la capitale. Prononçant ces mots, des larmes montent aux yeux de la gracieuse souveraine. S'enchaîne profondément ému devant ce beau visage, soudain bouleversé, demande l'autorisation d'aller consulter le sage Pakai. Mis au courant, celui-ci passe plusieurs fois la langue sur ses babines, ce qui chez lui indique la gourmandise ou l'intention de jouer un tour malicieux. Finalement, relevant sa lèvre supérieure, il s'adresse doctement à son compagnon. Ton sifflet possède deux bouches. Choisis l'une ou choisis l'autre. Explique-toi. Tes paroles ne sont pas plus claires que le sifflement du vent dans les arbres de la forêt. Quoi de plus simple? De ton sifflet, tu peux tirer deux sons. L'un strident semble sortir de la gueule d'un chien en colère, l'autre touche l'oreille comme une prune trop mûre touche le sol. Je veux dire que dans cette affaire, nous devrons nous confier à la bouche dure ou à la bouche molle. La bouche dure, c'est la mienne. N'oublie pas que je suis singe avant d'être homme, et qu'un singe sait mordre quand il faut. Cela peut servir en cas de guerre, notamment contre des singes belliqueux. Et la bouche molle, c'est la bouche des femmes de ce pays. Leurs langues ne sont pas toujours endormies. Elles trouveront bien quelques ruses capables de dissuader les attaquants de combattre. Je n'avais pas pensé à consulter les femmes, mais n'oublies-tu pas que, pour rattraper un cheval au galop, il faut courir plus vite que lui? Nous n'avons plus le temps de consulter les femmes. Je choisis donc la bouche dure. Que devrais-je dire à la reine? Tu lui diras que ton compagnon a plus d'un tour dans sa gibecière, qu'il est prêt à se rendre auprès des singes velus et qu'il saura bien trouver le moyen de les dissuader d'attaquer. Mais cela est bien vague, elle voudra en savoir davantage. Tu lui diras que c'est le secret de Pakai, un secret qu'on ne peut même pas dévoiler à la reine. Les souveraines ayant donné son accord, Pakai et S'enchaîne partent sans armes au devant de l'armée des singes velus.